Dans cette formation VBA Excel, nous débutons les travaux pour créer une application complète de facturation des clients avec gestion des stocks. Dans ce premier volet, nous concentrons l'étude sur les clients et produits à désigner, mais aussi sur les nouveaux clients à créer. Bref, l'idée est de gérer tous les intervenants de façon transparente depuis une feuille Excel et à l'aide du code VBA. Nous proposons de débuter ces travaux depuis un classeur existant et offrant les données ainsi que la structure de l'application à construire. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombash.fr. Comme vous le remarquez, il est constitué de 5 feuilles. À ce stade, il est fort naturellement totalement dénué de code visuel basique. Étape par étape, nous devons tout développer. La feuille active par défaut est celle qui nous intéresse pour ce premier développement. Il s'agit de la feuille facture. À terme, elle doit permettre de consolider les commandes des clients en fonction des produits achetés. 2 cadres sont donc prévus en haut de la facture, vierges pour l'instant. Le premier doit permettre de désigner un client existant au choix de son identifiant dans la liste déroulante. Toutes les informations correspondantes à rapatrier sont archivées dans la feuille client. Mais il doit être aussi permis de facturer un nouveau client. C'est la raison de la présence du bouton créer. Sa mission sera d'ajouter les nouvelles informations à la suite dans la base de données de la feuille client. Le deuxième cadre doit permettre quant à lui d'ajouter les articles achetés tour à tour dans la construction de la facture. C'est la raison de la présence du bouton ajouter. Ces produits doivent être choisis grâce à la liste déroulante suggérée et toutes les informations attachées sont archivées dans la feuille catalogue comme vous pouvez le remarquer. Ces 2 listes déroulantes ne sont pas des listes de choix classiques. Il s'agit d'un composant ActiveX et plus précisément d'une liste déroulante combo box. C'est ainsi que nous pourrons les paramétrer et les piloter à notre guise par le code VBA Excel. Les 2 listes déroulantes doivent se remplir donc automatiquement à l'ouverture du classeur, soit au chargement de l'application de facturation. Mais nous le verrons, il sera parfois nécessaire d'actualiser leur contenu. C'est pourquoi nous suggérons de créer une procédure indépendante. Elle pourra ainsi être appelée à souhait. Et comme le traitement est identique dans les 2 cas, nous proposons d'optimiser le code VBA dans une seule procédure. C'est un paramètre à déclarer qui devra déterminer la feuille à pointer. Tout d'abord, et pour débuter, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Révision pour activer son ruban. Et dans la section Protéger de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton ôter la protection de la feuille. Pour une application saine, il s'agira de penser à la rétablir. En attendant, nous avons besoin d'accéder aux objets. Ensuite, toujours en haut de la fenêtre Excel, je vous invite désormais à cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. S'il n'est pas visible dans votre environnement, la formation pour débuter la programmation en VBA Excel rappelle comment l'afficher. Dans la section Contrôle du ruban, je vous propose désormais de cliquer sur le bouton Mode Création, puis dans la même section, de cliquer sur le bouton Propriété. Aussitôt, la fenêtre Propriété de l'éditeur visuel basique apparaît. Elle énumère les attributs qu'il est possible de régler pour l'objet sélectionné. Par défaut, il s'agit de la feuille en cours. Et pour le démontrer, je vous propose de cliquer sur la première liste déroulante pour la sélectionner. En consultant la valeur de sa propriété name, vous remarquez qu'elle se nomme ID. Ce nom est prépondérant. C'est grâce à lui que nous pourrons piloter la liste déroulante par le code VBA Excel. En cliquant sur la seconde liste déroulante, vous constatez qu'elle se nomme ref. Eh bien, ces présentations étant désormais faites, nous allons fermer cette feuille de propriété en cliquant sur sa croix et dans le ruban développeur, je vous propose de cliquer de nouveau sur le bouton mode création. Il s'agit d'un bouton bascule. Nous venons simplement de désactiver le mode conception au profit du mode exécution. Ensuite, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche, qui peut être appelé par le menu affichage, nous allons double-cliquer sur le premier élément, feuille 1, facture. Ainsi, nous affichons sa feuille de code, celle qui est associée à notre facture,
au centre de l'écran. Et sur cette feuille, sans plus attendre, nous allons commencer nos premiers paramétrages, par notamment la déclarative option explicite qui, comme vous le savez, va veiller à imposer la déclaration de toutes les variables utilisées pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ensuite, nous avons besoin de quelques variables publiques qui nous permettront de savoir à chaque occasion à partir de quelle ligne que nous déclarons comme un entier court nous devons poursuivre l'implémentation de la facture en cours de commande pour ajouter à la suite les uns des autres les articles. Et comme nous souhaitons produire une facturation avec des couleurs alternées, eh bien, nous allons déclarer une variable couleur que nous typons comme une variable de type booléenne, de manière à savoir eh bien, si oui, la dernière ligne était effectivement remplie de couleurs, ou sinon, elle ne l'était pas, auquel cas, eh bien, nous devrons basculer, alterner ces statuts. Et puis, à la suite du code, nous allons créer notre procédure commune, comme nous le disions, que nous choisissons arbitrairement, mais explicitement, de nommer remplir, puisque sa vocation est de charger du contenu respectif les deux listes déroulantes. Il faut savoir sur quelle feuille nous allons prélever cette information. C'est pourquoi, dans sa signature, eh bien, nous déclarons le paramètre feuille comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Il faut savoir quelle est la liste déroulante qui est concernée. Une liste déroulante est un objet, donc nous la déclarons comme une telle, et vous le verrez, nous allons déclarer une variable que nous nommons départ et que nous typons comme un booléen, de manière à savoir s'il s'agit du chargement du classeur, auquel cas, eh bien, en même temps que nous remplirons la liste déroulante, nous purgerons la facture des potentielles anciennes lignes qui n'auraient pas été nettoyées. Dans les autres cas, en revanche, lorsqu'il s'agira simplement d'actualiser le contenu de ces listes déroulantes, il ne sera pas nécessaire d'engager cette procédure que nous n'avons pas encore créée, que nous allons appeler par anticipation. Dans cette procédure, que nous n'avons pas déclarée comme privée pour qu'elle puisse être accessible depuis un élément externe, en l'occurrence à l'ouverture du classeur, eh bien, nous allons commencer par déclarer une variable locale que nous nommons la ligne et que nous typons comme un integer. L'objectif est de pouvoir, grâce à elle et à son incrémentation à venir, consiste à pouvoir parcourir l'ensemble des lignes, des références des deux bases de données pour les réceptionner et les ajouter dans les listes déroulantes. Et à ce titre, puisque les deux bases de données commencent précisément à partir de la même ligne, la ligne 3, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, nous allons initialiser cette variable la ligne sur l'indice 3 fort logiquement. Puisque nous sommes en train de remplir l'une ou l'autre liste déroulante, voire les deux si nous les appelons successivement, nous allons commencer par les purger de leur contenu grâce à la méthode clear d'un objet de type liste déroulante combo box. Ici, IntelliSense ne s'est pas déclaré car sous ce nom liste, aucune des deux listes n'est reconnue, elles s'appellent respectivement ID et ref, tout simplement parce qu'il s'agit du paramètre qui est déclaré et qui sera reconnu au moment de l'appel donc. Et comme je vous le disais, à la suite, nous souhaitons, avant de procéder, savoir s'il s'agit d'un premier chargement grâce à une variable booléenne que nous affecterons un temps voulu. Donc, est-ce que départ vaut true? Si départ vaut true, eh bien, nous savons qu'il s'agit du chargement du classeur. N'oublions pas de tout de suite borner notre instruction conditionnelle. Dans ces conditions, l'objectif consiste à pouvoir purger notre facture des anciennes potentielles lignes non nettoyées, et comme vous le remarquez, elle commence à partir de la ligne 11. C'est pourquoi, avant d'appeler la procédure qui n'existe pas encore, eh bien, nous initialisons notre variable publique ligne à 11, et ensuite, nous appelons cette procédure nettoyée qu'il s'agira bien sûr, avant de pouvoir réaliser tout test, eh bien, de créer. Ensuite, une fois que eh bien, cette instruction conditionnelle est terminée, nous souhaitons parcourir
la base de données qui est mentionnée par les paramètres passés dans la procédure. Donc, nous allons engager une boucle while qui va consister à parcourir l'ensemble des références tant qu'une cellule non vide sur la feuille pointée est détectée. C'est pourquoi, pour pointer sur la feuille en question, nous exploitons l'objet VBA Sheets qui permet de désigner la feuille passée en paramètre. À ce stade, elle n'est pas connue. Elle va dépendre du paramètre qui lui est passé. Pour pointer sur la première cellule non vide du tableau, en commençant de la première colonne, qui est la colonne B, la ligne, quant à elle, est connue par l'indice de la variable locale, la ligne que nous avons initialisée à 3. À partir de la première colonne, la colonne B pour ce tableau, je vous le rappelle, propriété value de l'objet cells qui permet d'accéder à son contenu. Est-ce que le contenu de cette cellule que nous sommes en train d'analyser est différent de guillemets, est-ce qu'elle n'est pas vide? Si elle n'est pas vide, fort logiquement, nous savons qu'il y a une référence à récupérer avant d'implémenter cette boucle. Nous pensons bien sûr à la borner avec l'instruction wend. Et c'est alors la méthode addItem de notre objet combobox qui permet d'ajouter les éléments tour à tour au fur et à mesure à chaque passage dans cette boucle. Donc, il s'agit de prélever l'information. Donc, je vais me permettre ici de récupérer un fragment de code puisque la référence, l'identifiant, se situe bien en colonne B, sheets, feuilles, cell, la ligne virgule 2, point value. À chaque passage, donc, on ajoute la référence, l'identifiant supplémentaire, trouvé sans oublier, bien entendu, à chaque passage, de passer à la ligne suivante en incrémentant notre variable de boucle, la ligne, donc la ligne égale la ligne plus 1. Comme elle est appelée, avant de pouvoir réaliser quelconque test, comme nous le disions, nous devons créer cette procédure nettoyer. C'est pourquoi, juste en dessous de cette procédure remplir, je vous propose de créer la procédure nettoyer, que nous pouvons rendre privée cette fois-ci, car elle sera uniquement appelée en interne, c'est-à-dire depuis cette feuille. C'est une sécurité supplémentaire, dirons-nous. Cette procédure nettoyer, c'est exactement ce qu'elle a à faire. Elle n'a donc pas besoin de paramètres à lui passer. Elle doit purger la facture, comme nous le disions, des potentielles lignes précédentes non nettoyées en partant de l'indice de ligne variable publique précédemment déclaré. Encore une fois, c'est une précieuse boucle while qui va permettre de scruter chaque cellule de l'une des colonnes de la facture. Et pour ce faire, nous allons nous placer sur son extrémité droite, car c'est la colonne dans laquelle se situera le total artax, c'est-à-dire la dernière ligne qui sera empruntée. Donc, pour la ligne en cours et pour la colonne 10, vous pourrez le vérifier en pointant directement sur la feuille facture, nom de feuille que nous ne sommes pas obligés de rappeler en préfixe par l'objet sheets cette fois-ci, car nous sommes en train de coder précisément dans cette feuille, donc cette précision n'est pas nécessaire. Tant que donc cette cellule de la feuille facture en partant de la ligne 11 n'est pas vide, cela signifie qu'il y a bien un élément à purger. Nous allons faire néanmoins une distinction entre les valeurs situées sur la ligne 11 et les autres, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons donc exploiter une instruction conditionnelle, et je me permets maintenant de basculer sur la feuille facture. Une certaine mise en forme structure existe déjà sur cette première ligne, la ligne 11, vous constatez pour la désignation notamment, que la cellule est fusionnée, ce qui n'est pas le cas pour les suivantes. Cela signifie que, en ce qui concerne la première ligne, nous allons simplement supprimer le contenu pour conserver les attributs de mise en forme que nous répliquerons lors de l'implémentation de la facture sur les lignes suivantes. Les lignes suivantes, en revanche, que nous pouvons supprimer. Voilà pourquoi nous faisons donc la distinction. Dans le cas où il s'agit effectivement de la ligne 11, eh bien nous souhaitons supprimer l'intégralité du contenu sur cette ligne grâce à l'objet range. Nous allons entre double cote spécifier la plage précisément qui va de P11 jusqu'à J11, soit l'indice de colonne
10 comme nous le disions, point value égale guillemets guillemets, nous réinitialisons le contenu de cette plage de cellules à vide sans la supprimer de manière à ne pas détruire la structure et la mise en forme préétablie, sans oublier bien sûr de passer donc à la ligne suivante pour pouvoir déplacer le pointeur et vérifier s'il y a oui ou non un contenu. Et pour chacune de ces autres lignes, eh bien, nous allons de nouveau exploiter notre objet range, pointer à partir de la colonne B, ça c'est du statique, l'indice de ligne quant à lui est dynamique, c'est pourquoi nous le concaténons à cet indice de ligne qui est censé avoir évolué, que nous concaténons lui-même avec la suite de la plage entre double cote les deux points pour dire de l'une à l'autre cellule, sachant que la colonne à l'extrémité n'est plus B mais J, que son indice de ligne est le même mais qu'il est dynamique, donc nous fermons la double cote et nous concaténons avec effectivement notre variable ligne. Et sur cet objet range, eh bien, nous exploitons, et vous voyez que IntelliSense se déclenche, la propriété EntireRow qui va permettre de désigner la ligne complète par rapport à cette plage, et de fait dans la foulée, nous pouvons exploiter sa méthode delete, ça veut dire que nous supprimons simplement la ligne complète dans le cas où il ne s'agit pas de la ligne 11. Donc, et dans ce cas, nous n'incrémentons pas notre variable ligne puisque le fait de la supprimer déplace naturellement le pointeur sur la ligne du dessous puisque la précédente n'existe plus. En revanche, à l'issue, nous n'oublions pas de réaffecter notre variable de ligne au point de départ 11 si d'aventure nous devions relancer ce processus en partant de la première puisqu'entre-temps nous sommes censés avoir déplacé ce curseur. Cette procédure remplir, donc qui appelle la procédure nettoyer, doit être exécutée à l'ouverture du classeur. Elle doit donc être appelée sur l'événement open de l'objet workbook. C'est pourquoi, dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous invite à double-cliquer désormais sur l'élément this workbook. Et en haut de la fenêtre de code, à déployer la première liste déroulante sur la gauche et à choisir l'objet workbook, c'est-à-dire le classeur. En l'occurrence, ici et instantanément, nous créons de fait la procédure événementielle workbook open. Elle déclenche les instructions codées à l'ouverture du classeur. Il est possible de gérer d'autres événements du classeur, ils sont énumérés dans la seconde liste déroulante en haut de la feuille de code. Entre les bornes de cette procédure, donc, nous devons réaliser ces appels, mais comme cette procédure n'est pas dans un module commun au projet et qu'il est dans une feuille externe, nous devons exploiter notre fonction instruction call en pointant sur la feuille en question par son nom d'objet, feuille 1 ici en l'occurrence, dans laquelle nous allons trouver notre procédure remplir. Vous voyez, nous l'avons créée, mais elle est bien proposée, elle est assimilée à une méthode, et nous allons lui passer les paramètres requis, ce que nous avons déclaré. Il s'agit tout d'abord de réceptionner tous les identifiants clients pour les charger dans la première liste déroulante, donc nous allons lui demander de faire son traitement récursif sur la feuille client, la base de données des clients. Nous allons lui indiquer que la liste concernée est la liste déroulante, et nous l'avions constaté, qui se nomme ID, et nous sommes là encore obligés de la préfixer de son nom de feuille avec son nom d'objet feuille 1, puisque cet élément, cet objet ne fait pas partie de la feuille en cours, de l'élément en cours. Et comme il s'agit du chargement du classeur, nous lui passons le paramètre booléen true pour, par la même occasion, purger éventuellement la facture des anciennes lignes qui n'auraient pas été nettoyées. Dans la foulée, nous rappelons la procédure remplir pour lui demander de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci à partir de la base de données située sur la feuille catalogue, pour remplir la liste déroulante ref située sur la feuille 1, et fort logiquement, ici nous n'avons pas besoin de lui repasser le paramètre true, puisque le premier appel a déjà nettoyé la feuille de facturation. Ensuite, nous allons rendre le focus à notre feuille facture, c'est pourquoi nous ouvrons donc sa parenthèse pour accueillir le nom de la feuille que nous mentionnons entre double cote, et puis nous allons désigner grâce à l'objet range par exemple la première feuille
la première cellule de cette feuille, et nous exploitons sur l'objet de type range notre méthode activate qui permet tout simplement d'activer la cellule A1 de la feuille facture, donc de lui donner le focus. Pour les démonstrations, nous n'allons pas fermer le classeur pour le rouvrir, qui consisterait donc à déclencher automatiquement cette procédure. Une simulation fera l'affaire. Je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S, et puis d'enfoncer la touche F5 du clavier pour exécuter ce code situé dans cette procédure événementielle qui lui-même appelle le code de la procédure remplir, etc. Le code semble s'être bien exécuté, mais depuis l'éditeur, son traitement est transparent pour l'utilisateur. Je vous propose, pour le constater, de basculer sur la feuille facture et de déployer l'une et l'autre liste déroulante pour remarquer qu'elles sont toutes deux précisément remplies des références issues des feuilles respectives, à savoir client et catalogue. Désormais, et fort logiquement, au choix dans l'une et l'autre liste, nous devons rapatrier les informations attachées dans les cellules prévues à cet effet. Un code VBA doit donc être déclenché au changement de valeur détecté dans l'une et l'autre liste déroulante. Là encore, nous proposons de réunir les traitements communs dans une seule procédure. Elle doit recevoir la référence cherchée et le nom de la feuille de traitement. C'est pourquoi je vous propose de revenir par Alt F11 par exemple dans l'éditeur VBA Excel, et puis dans la feuille facture donc que nous réactivons, à la suite de créer la procédure cherchée comme suit, private subcherchée. Là encore, nous pouvons la rendre privée dans la mesure où elle va être appelée uniquement par des procédures internes. Nous disions que cette procédure a besoin de connaître la référence recherchée pour établir la correspondance et rapatrier les informations. Donc, nous déclarons la variable code comme un string, qu'il va s'agir donc de lui transmettre, et la feuille sur laquelle elle doit réaliser ce traitement, donc nom de variable feuille que nous déclarons là aussi comme un string, et puis nous bornons notre procédure. Classiquement, nous déclarons la procédure en lui affectant un nom et en typant les deux paramètres attendus. Elle est caractérisée comme une procédure privée. Je reviens sur cette notion, il s'agit d'une protection. Elle ne peut être appelée, j'insiste donc, que par les procédures de la même feuille. À l'intérieur donc de cette procédure événementielle, nous allons commencer par, comme nous l'avons fait précédemment, déclarer une variable locale qui va nous permettre de pointer, de désigner pour la boucle à suivre la ligne à partir de laquelle le traitement doit être initié. C'est pourquoi dans la foulée nous l'affectons comme nous l'avions constaté sur l'indice 3, c'est-à-dire la première ligne de l'une ou l'autre base de données, et puis nous allons initier cette fois-ci une boucle do while et non une boucle while pour faciliter l'extraction de cette boucle si d'aventure le traitement présentait une anomalie qu'il fallait en sortir d'urgence. Nous allons revenir sur cette notion. Nous devons bien sûr pointer grâce à l'objet sheets sur la feuille en question dont le nom est passé en paramètre grâce à la variable feuille, et plus spécifiquement sur la ligne en cours d'analyse pour la première colonne, c'est-à-dire la colonne 2 grâce par exemple à l'objet cells. Nous lui passons donc la ligne en cours, la première pour le premier passage, virgule 2 pour la colonne B, la première colonne de chacune des deux bases de données, point value. Le test consiste une fois encore à savoir si la valeur de cette liste est différente du code qui est passé en paramètre tant que la correspondance n'est pas trouvée. Il ne s'agit pas du bon identifiant, donc nous ne pouvons pas rapatrier les informations attachées. Je vous rappelle que une boucle do while se borne par l'instruction loop. À chaque passage dans cette boucle, tant que la correspondance sur la référence n'est pas établie, fort logiquement, nous nous déplaçons vers le bas, donc nous incrémentons la variable de boucle la ligne égale la ligne plus 1, et par sécurité, comme je vous le disais, d'où la présence de la boucle do while, si d'aventure, notre variable la ligne, c'est arbitraire, est supérieure à 1000, nous pourrions même mettre 10 000, nous jugeons que nous sommes allés trop loin, il n'y a pas de correspondance, un problème est intervenu, c'est pourquoi nous choisissons de mettre fin au traitement par l'instruction exit do qui permet donc
de sortir de la boucle. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas y avoir de souci, car dans tous les cas, une référence est choisie par une liste déroulante qui s'est remplie de ce contenu issu des bases de données. Donc, au sortir de la boucle, nous sommes censés avoir trouvé la correspondance et nous savons l'indice de ligne qui est resté figé sur celle du code, puisqu'une fois que le test est vrai, le traitement récursif se stoppe. Pour pouvoir rapatrier les informations associées, il faut savoir si nous sommes en train de travailler sur la feuille client, passer donc en paramètres, car dans ces conditions-là, l'implémentation est différente, les cellules ne sont pas les mêmes, ou bien sur la feuille catalogue. Nous commençons donc par construire la structure de notre instruction conditionnelle, et dans le cas, effectivement, où il s'agit de la feuille client, nous devons donc rapatrier le CP, le code postal, en D5, la ville en E5, le nom en B7 et le prénom en D7. Dans ces conditions, donc, nous pouvons exploiter notre objet range pour pointer statiquement et précisément, premièrement, sur la cellule D5, comme nous l'avons vu donc pour le code postal, point value pour accéder à son contenu que nous affectons en fonction de celui prélevé depuis la base de données client, dont le nom est passé par le paramètre feuille sur la cellule de la ligne en cours, là où l'incrémentation s'est arrêtée. Pour la colonne 6, en ce qui concerne notre code postal, nous pouvons faire une remarque à ce stade. Première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. La sixième, en réalité, est celle-ci, puisque j'ai commencé le décompte à partir de la deuxième, qui n'est pas la première, donc 2, 3, 4, 5 et 6, vous l'aurez corrigé de vous-même. Donc, nous avons bien fait la correspondance, et nous devons faire de même pour les suivantes. Il y en a 4, donc je vais me permettre de copier et coller ce code. Nous disions que nous devons faire la correspondance avec ensuite la cellule E5, et puis la cellule B7, et puis la cellule D7. Nous devons, dans la cellule E5, récupérer l'information sur la ville qui se situe en colonne 7, sauf que, dans certains cas, par rapport à notre structure, cette information pourrait déborder de la case prévue à cet effet. Nous allons simplement rappeler le début du nom de la ville, donc située, comme je vous le disais, en colonne 7, il faut adapter les arguments. La fonction VBA-left qui permet de prélever une chaîne de caractères par son début, par exemple sur les 11 premiers, si d'aventure il y en avait plus, nous tronquons donc ainsi la chaîne, et pour le prouver, pour le démontrer, nous ajoutons par concaténation 3 petits points à la suite. Dans la cellule B7, nous devons rapatrier l'information qui est située en ligne 4 et dans la cellule D7, en colonne 4, et en cellule D7, l'information qui est située en colonne 5. Nous devons faire de même s'il s'agit de la feuille catalogue, en adaptant bien entendu les coordonnées des cellules. Il s'agit, et nous allons le remarquer ensemble sur la feuille facture, des cellules respectives donc pour le prix I5, J5 pour le stock, G7 pour la désignation. La quantité n'est pas rapatriée, ce n'est pas le stock, c'est la quantité que va saisir l'opérateur, la quantité achetée par le client. Il y en a donc bien 3 uniquement. Si bien que, nous devons donc effectivement affecter les cellules dans le cas du catalogue, référence produit, I5, J5, et nous l'avons dit, G7, donc sur les mêmes lignes respectives que pour le client. En ce qui concerne donc la première information à rapatrier, le prix, en I5, si nous allons sur la feuille catalogue, nous constatons qu'il est en 2, 3e et 4e colonne. Nous devons donc faire la correspondance pour la feuille catalogue avec la colonne 4 de la feuille sur laquelle nous sommes en train de pointer. Pour la ligne J5, nous devons faire la correspondance avec la colonne 7, donc nous sommes déjà bien calés, sauf que cette fois-ci, comme il s'agit d'un prix, nous n'allons pas tronquer l'information, elle tiendra naturellement dans la cellule
telles que proposées par défaut. En revanche, effectivement, pour la désignation, souvent elles sont riches dans la cellule G7. Donc, nous allons rapatrier l'information de la colonne 3 en la tronquant comme précédemment grâce à la fonction left en premier paramètre qui demande quelle est l'information textuelle à tronquer. Il s'agit de la désignation située sur la troisième colonne dont nous prélevons l'information, la donnée grâce à la propriété value sur les 20 premiers caractères puisqu'il s'agit quand même d'une cellule fusionnée et que nous concaténons comme précédemment avec 3 petits points pour bien indiquer que nous avons effectivement récupéré seulement un fragment de la chaîne. Pour tester le bon fonctionnement de ce code VBA, faut-il encore que la procédure soit appelée? Nous l'avons dit, elle doit être déclenchée en actionnant l'une ou l'autre liste déroulante. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications et puis de revenir sur la feuille facture et en haut de la fenêtre Excel, d'activer l'onglet développeur. Dans la section contrôle du ruban, nous allons revenir sur notre bouton mode création sur lequel nous cliquons car dans ce mode en conception, nous pouvons désormais manipuler les objets ActiveX qui sont placés sur la feuille facture, en l'occurrence et non catalogue. Et c'est pourquoi, dans la foulée, je vous invite à double-cliquer sur la première liste déroulante, celle des identifiants clients, pour remarquer que nous sommes aussitôt redirigés dans l'éditeur de code Visual Basic Excel et vous remarquez que cette action a pour effet de créer la procédure événementielle attachée à la liste déroulante ID Change. Son code se déclenchera au changement de valeur dans la liste. Mais avant d'implémenter cette procédure, nous devons créer la seconde, c'est pourquoi nous revenons sur la feuille facture, nous double-cliquons de la même façon sur la seconde liste déroulante et nous créons la procédure événementielle attachée, à savoir ref change. Il faut appeler à chaque occasion notre procédure cherchée en lui passant les bons arguments. Donc dans ID change, nous appelons notre procédure cherchée en lui indiquant que notre code, notre identifiant recherché est l'information détenue par la liste déroulante qui se nomme ID, je vous rappelle, propriété value pour connaître la valeur active et que cette recherche doit s'être effectuée dans une feuille précise. Il s'agit en l'occurrence pour la première liste déroulante de la feuille client. Et en ce qui concerne donc notre deuxième liste déroulante, il s'agit de prélever l'information détenue par notre liste ref.value donc et nous lui indiquons que cette recherche, pour rapatrier les informations attachées, doit s'effectuer dans la feuille catalogue. L'action est donc la même, mais les paramètres sont bien évidemment adaptés. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille facture, dans le ruban développeur de cliquer sur le bouton mode création de nouveau, afin d'activer le mode exécution, de choisir avec la première liste déroulante un identifiant client et vous constatez que les références du client désigné sont rapatriées automatiquement. Et si vous consultez effectivement la base de données de la feuille client, donc pour l'identifiant 4, s'agit-il bien de à Malibu Arlette? Nous allons le constater tout de suite. Vous voyez, pour l'identifiant 4, nous avons bien rapatrié la bonne personne, sachant que ici, comme nous l'avions voulu grâce à la fonction left, nous avons en effet tronqué l'information proposée sur le nom de la ville. De la même façon, donc, alors, petite remarque avant de passer à la suite, je vais essayer de trouver un code postal qui présente cette anomalie, c'est important. Donc, nous avons l'identifiant 13 pour un code postal inférieur à 10 000. Vous savez que Excel ne supprime les zéros en préfixe alors qu'un code postal en l'occurrence doit être codé sur 5 caractères et vous remarquez qu'instantanément ici le 0 en préfixe est effectivement effacé tout simplement parce que cette cellule est formatée en standard, donc en numérique. Je vous propose de la sélectionner, de corriger ce défaut en la convertissant en texte. Pour l'instant rien n'y fait parce que le 0 a déjà disparu, mais remarquez que si nous faisons la bascule désormais, en choisissant
un autre identifiant, et même en revenant sur le premier, que désormais le 0 en préfixe est effectivement conservé. Bon, c'était une petite correction importante. Avec la seconde liste déroulante, donc je vous propose de choisir maintenant une référence article. Le constat est le même, et c'est heureux. Toutes les informations attachées à la référence du produit sont parfaitement importées. Si vous recherchez le code article, qui est le 3062, qui se termine par 44, il s'agirait d'un pentacourt, comme vous le remarquez, à 31,48 voire 49 € si nous arrondissons, ce qui est le cas ici, en tout cas à l'affichage. Donc la correspondance a parfaitement été établie, qui plus est avec des codes optimisés, puisque regroupés dans une même procédure. Avant de penser à facturer, il faut être capable, nous l'avions évoqué, de construire la commande pour un client pas encore référencé dans la base de données de l'entreprise. Ce référencement est primordial pour les archives, les études statistiques et commerciales, mais aussi pour le suivi des clients. Et c'est le bouton « Créer » du premier cadre qui doit insérer dans la base de données les informations saisies dans les zones de texte. Mais ce code VBA doit préalablement s'assurer que le client n'existe pas déjà. Et cette recherche doit s'opérer sur le recoupement du nom et du prénom, puisqu'il existe forcément des homonymes sur les noms. En haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. Et dans la section Contrôle du ruban, comme nous l'avons fait précédemment, d'activer le mode Création pour pouvoir ensuite double-cliquer sur le bouton Créer afin de construire automatiquement sa procédure événementielle associée, créer clic, un code qui va donc se déclencher au clic sur le bouton, et nous allons débuter sans plus attendre, comme toujours, par les variables nécessaires. Je vous propose de déclarer la variable nom comme un string. Il va s'agir effectivement de prélever l'information sur le nom, mais aussi sur le prénom pour pouvoir effectuer cette recherche de correspondance si d'aventure le client que nous tentions de créer existait déjà, auquel cas il ne faudrait pas effectivement le créer de nouveau pour ne pas créer de doublons. Nous devons bien sûr parcourir l'ensemble de la base de données comme nous le faisons usuellement grâce à une variable, la ligne que nous typons comme un entier normal, un integer donc, et nous avons besoin aussi de connaître l'identifiant donc que nous typons comme un integer. Suite à quoi je vous propose effectivement de prélever ces informations dans les variables que nous venons de déclarer. Donc nous sommes en train de les affecter par l'objet range. Nous savons que le nom est situé en cellule B7, donc nous prélevons son contenu pour le stocker dans la variable nom, et nous allons faire de même pour prélever le prénom, 2 points pour écrire sur la même ligne, le prénom dans la variable prénom, c'est ainsi que nous l'avons déclaré, prénom qui lui est stocké dans la variable D7 lorsque nous souhaitons créer effectivement un nouveau client. Bien sûr, n'oublions pas d'initialiser notre variable la ligne sur l'indice 3 pour pouvoir commencer à parcourir l'ensemble de la base de données des clients à la recherche de cette information. Nous n'avons pas eu besoin de préciser la feuille puisque nous savons nécessairement que nous agissons sur cette base, sauf que ici nous allons devoir regrouper de nombreux critères ensemble sur la feuille client que nous passons donc en paramètre de notre objet sheets pour pointer sur chaque cellule en cours d'analyse en fonction de la valeur de l'indice de ligne reconnu par la ligne. Le nom est situé en colonne 4, nous souhaitons donc connaître son contenu, propriété value. Nous souhaitons nous assurer que ce contenu est bien différent du nom proposé pour chacune des lignes de la base de données. Mais dans le même temps, nous souhaitons nous assurer que cette différence est bien établie sur donc la paire du nom et du prénom. Les noms pourraient correspondre, mais si les prénoms ne correspondent pas, eh bien à ce moment-là, nous considérons que le client n'existe pas encore, effectivement. Donc, si l'information qui est placée en colonne 5 est bien différente de l'information mémorisée dans la variable prénom, et enfin, un triple critère, nous devons nous assurer que l'information située sur la ligne en cours d'analyse n'est pas vide, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sortis des bornes de notre base de données, car dans ces conditions-là, comme vous le savez, nous devons mettre fin au traitement, aucune correspondance n'a été établie, donc nous pouvons
procéder à l'insertion du nouveau client. Dans ces conditions-là, eh bien, nous devons à chaque passage dans la boucle, bien sûr, incrémenter la variable de ligne tant que la correspondance n'est pas établie, pour voir si d'aventure le client ne serait pas sur une autre ligne, mais aussi nous allons prendre soin à chaque passage de prélever l'identifiant, car ainsi, par le jeu des écrasements dans ce traitement itératif, au sortir de la boucle, eh bien, nous connaîtrons l'identifiant du dernier client, puisque je vous rappelle qu'il faut incrémenter, ce sont des identifiants numériques pour pouvoir référencer de façon unique le nouveau client que nous souhaitons créer. Donc, il s'agit effectivement de mémoriser dans la variable ident l'information située sur la ligne en cours pour la colonne 2, c'est-à-dire la première colonne, celle de la clé primaire de l'identifiant numérique. Et bien sûr, nous n'oublions pas, cela va de soi à chaque passage, d'incrémenter notre variable de boucle pour placer le curseur sur la ligne suivante et poursuivre l'analyse à la recherche des doublons. Au sortir de la boucle, donc, deux cas sont possibles. Soit le client a été trouvé et nous devons en informer l'utilisateur, soit la correspondance n'a pas été établie et nous devons enregistrer le nouveau client à la suite des données. C'est pourquoi, à la suite du code, eh bien, je vous invite à engager une instruction conditionnelle avec un double critère qui consiste à savoir si la correspondance a bien été établie entre l'information, alors la petite erreur vient du fait que j'ai quitté la ligne avant qu'elle soit terminée, l'information située en ligne 4 donc est égale au nom et en même temps que en colonne 4, autant pour moi, ça fait 2 fois que je commets l'erreur dans la prononciation, et que l'information située en colonne 5 dans la base de données est bien égale cette fois-ci, et non différente, au prénom. Dans le cas où ce double critère est vérifié, nous savons que la correspondance a été trouvée, donc que le client existe déjà. S'il existe déjà, comme nous le disions, nous devons en informer l'utilisateur. Et pour ce faire, comme nous le faisons usuellement, donc nous exploitons la fonction MSGBox qui aura pour vocation d'afficher un message à l'écran. Ce message est celui que nous sommes en train de personnaliser, donc en premier paramètre entre double code, puisqu'il s'agit d'une information textuelle. Je vais au plus simple, le client existe déjà. Dans le cas contraire, eh bien, signifiant que la correspondance sur la paire n'a pas été établie, nous savons que le client n'existe pas. Nous devons donc l'inscrire dans la base de données. Il s'agit une fois encore d'établir la correspondance sur la ligne en cours. La ligne en cours, eh bien, c'est la ligne suivante, donc celle à partir de laquelle nous pouvons donc inscrire les informations donc dans la base de données. Et c'est pourquoi donc nous pointons de nouveau sur notre feuille client. Nous allons commencer par effectuer l'égalité pour la colonne 6 afin de prélever et d'affecter l'information située sur notre feuille facture. Alors il ne faut pas que j'oublie l'égalité, cela va de soi. Dans la cellule D5 pour procéder par ordre donc, range D5.value, et nous allons réitérer exactement la même chose pour toutes les autres correspondances. En colonne 7, il s'agit de l'information située en cellule E5. Ensuite, il y a la colonne 4, et donc il s'agit, alors il faut adapter effectivement à chaque occasion l'indice de colonne et puis la cellule de correspondance. Cette fois-ci, nous passons sur la ligne 7. Il ne s'agit plus de D5 et E5, mais de B7, autant pour moi, et non pas D7. Et d'ailleurs, j'avais mangé en même temps l'indice de ligne. Il s'agit ensuite d'établir la correspondance entre la colonne 5, bon, il suffit de constater quelles sont les coordonnées sur l'une ou l'autre feuille. C'est un travail qui est un peu fastidieux, mais une fois qu'il est posé, eh bien, il fonctionne à merveille. Et en ce qui concerne effectivement notre identifiant, celui de la clé primaire, à partir de l'indice de ligne en cours, pour la colonne 2, nous l'avons mémorisé et écrasé à chaque reprise, comme vous le savez, dans notre variable ident que nous allons incrémenter de manière à bien créer un numéro unique, et nous ne possédons pas l'information
Et nous allons le constater, puisque ici nous avons volontairement limité les données sur, autant pour moi, donc dans la feuille client, la civilité, et sur le mail, qu'à cela ne tienne, vous pourrez les ajouter. Bien sûr, ce serait plus professionnel, mais ici, nous allons considérer qu'elles ne sont pas définies. Il s'agit des informations qui sont respectivement situées en colonne 3, et donc pour la civilité, nous allons indiquer que cette donnée issue de la feuille facture n'est pas définie, et il en va de même donc pour le mail qui est en colonne 8, pour lequel eh bien, nous n'avons pas encore, ou nous n'avons pas à ce stade l'information donc non définie. Et il s'agit bien sûr ensuite, puisque nous avons créé un nouveau client avec un nouvel identifiant, de recharger cette liste déroulante pour proposer cet identifiant et la recaler sur cette dernière valeur. C'est pourquoi, et c'est intéressant d'avoir construit le code ainsi, nous appelons notre procédure remplir, nous lui passons bien le nom de la feuille de traitement en premier paramètre, le nom de la liste déroulante en deuxième paramètre, le booléen false en troisième paramètre car il n'est pas nécessaire de purger la facture, et nous allons ensuite, grâce à la propriété liste index de notre combo box, eh bien, caler, donner le focus au dernier identifiant de cette liste grâce à sa propriété liste count. Je vous rappelle que cette propriété renvoie le nombre d'éléments qu'une liste déroulante contient, qui part de 0. Si on a 10, on s'arrête donc à la 9e rangée. C'est pourquoi nous lui retranchons une unité, suite à quoi, eh bien, comme précédemment grâce à la fonction msgbox, nous allons pouvoir lui afficher à l'utilisateur un message de succès. Le client a été créé avec succès. Et donc, nous pouvons enregistrer les modifications à ce stade et donc aussi tester le code VBA en revenant sur la feuille facture, en désactivant le mode conception depuis le ruban développeur, et nous allons profiter ici d'un client qui est déjà référencé en base de données pour cliquer directement sur le bouton créer pour remarquer qu'il est instantanément repéré par notre code VBA qui nous indique que il ne peut être créé car il existe déjà. Nous pouvons donc l'exploiter en tant que tel. Le traitement est interrompu et la base de données n'est pas alourdie de parasites, de doublons. Donc, par contre, ici, nous pourrions créer un nouveau client qui n'existe pas encore en définissant un code postal, associé à une ville, on va dire, cohérente, avec un nom, avec un prénom, comme par exemple Romain, suite à quoi, si nous cliquons sur le bouton créer, vous remarquez que le message de succès apparaît en effet, le client a été créé avec succès, et si nous basculons sur notre base de données des clients et que nous nous rendons sur le dernier enregistrement, vous constatez que les données ont parfaitement été intégrées à la suite, donc dans l'enchaînement, nous pourrons procéder à la facturation de ce nouveau client pour une application qui est destinée à être souple et ergonomique. Dans les prochaines formations, donc, nous poursuivrons les travaux consistant à monter cette application de gestion et de facturation. J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.